Guerre au Moyen-Orient, flambée du pétrole, retour des craintes sur les indices. On va aller voir comment arbitrer cette semaine qui s'avère manifestement compliquée. Bienvenue dans Wall Street Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse graphique et technique sous le prisme des options pour bien préparer la semaine sur les marchés. Pensez à liker, à partager ce contenu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des options, à nous suivre évidemment sur notre site internet et puis sur les différents réseaux sociaux. Au programme cette semaine, eh bien, on va aller regarder le calendrier de la semaine, même si évidemment il va être probablement en second plan par rapport aux événements fâcheux qui se produisent en ce moment. On va s'intéresser à la configuration graphique du S&P. On ira voir, comme si la semaine était normale, eh bien, les différents arbitrages autour des publications à venir. Il y en a encore quelques-unes cette semaine. Et puis, on s'intéressera à des configurations graphiques pour différentes raisons sur des valeurs qui peuvent bien nous servir de point de repère ou pour faire des arbitrages intéressants. C'est parti. Alors, je vous rappelle que nous serons présents le vendredi 27 mars sur le stand du CBOE, avec l'atelier des options donc, pour vous rencontrer, vous proposer des conférences sur différents sujets. Venez nous retrouver, nous rencontrer ici si vous le pouvez ou si vous le voulez. Et puis je vous rappelle que comme nous serons à Paris à ce moment-là, on a ouvert une petite session de formation, d'initiation aux options le 25 mars. Il reste encore quelques places, plus beaucoup maintenant, mais il est encore temps, si vous voulez, comprendre le fonctionnement basique des options. On sera là avec Paul, tous les deux, pour vous donner des points de repère dans cette petite session. Vous aurez le lien pour vous abonner dans le descriptif de cette vidéo. Pour ce qui est de la semaine, on va avoir une semaine qui va être relativement chargée en termes de rendez-vous macroéconomiques avec lundi, aujourd'hui, les indices des PMI manufacturiers et les PMI manufacturiers de l'ISM, donc indice des directeurs d'achat. Mercredi, l'enquête ADP sur l'emploi, et puis dans la foulée, les PMI dans les services et ceux de l'ISM, peut-être plus importants que les manufacturiers, à surveiller. Et puis vente au détail, donc chiffres d'inflation qui seront publiés vendredi à Wall Street. Et puis on terminera la semaine avec les NFP, Non-Farm Payrolls, donc les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, évidemment facteur important en ce moment. On va suivre cette semaine différentes publications. Vous les avez ici pour les principales. On aura demain mardi CrowdStrike, Target. Mercredi, ce sera au tour de Broadcom de publier. Puis jeudi, Costco, Marvel et JD, la tech chinoise, qui publieront donc pour clôturer cette semaine du côté micro. Vous voyez les ratios put-call, ils sont indiqués ici sous forme de couleurs. Je vous rappelle les codes couleurs que nous avons fixés ensemble. Si c'est vert, c'est que le consensus est pessimiste, voire très pessimiste sur les titres. S'il est rouge, comme pour Target, c'est qu'il est très très optimiste, donc peut-être prudence. Quand il est jaune, on est relativement à l'équilibre, peut-être un peu optimiste, mais plutôt à l'équilibre. Puis quand on est orange, on n'est pas tout à fait rouge, mais on est quand même très optimiste. Ça incite à la prudence. Donc nous, on va aller zoomer sur CrowdStrike, sur Target, Costco, Marvel et JD au programme de cette semaine. On va commencer tout de suite par aller analyser le graphique du S&P en hebdomadaire. Voilà, dans ce contexte, encore une fois, sur lequel on ne va pas commenter l'aspect malheureux géopolitique, on est là pour analyser les marchés. Les futurs américains sont évidemment en baisse un peu marquée. On a testé sur le S&P ce matin, sur les futurs, ce niveau clé, le bas de l'oblique baissière formé par ce possible triangle inversé qu'on suit, qu'on analyse depuis longtemps ensemble. On a testé donc 6761, 6762, ça va être vraiment un niveau clé. On peut considérer qu'il y a un dernier rempart, un dernier support, c'est ce niveau autour de 6734 points, qui est le bas du range actuel, qui reste valable, 6734, 6916. Du côté des marchés dérivés, la position verte a globalement augmenté la semaine dernière, mais plutôt dans les séances de hausse. Mais au cours de la baisse de vendredi, la position verte a très nettement diminué. Donc probablement un peu de prudence en amont d'un week-end qu'on pressentait chargé et tendu, et donc ça s'est confirmé. On reste donc dans le range 6916, 6734. Nouveau rejet à la tentative, après la tentative de débordement de ce niveau clé de 6916. Ça va être vraiment le niveau de neutralisation de la baisse si on arrive à se réinstaller dessus, au-dessus en clôture hebdomadaire. 6939 ensuite qui sera une résistance intermédiaire.
intermédiaire. Après, on a 7000. On n'a toujours pas beaucoup d'intérêt créé au-delà de ces niveaux-là, donc ça restera un plafond de verre, mais s'il est débordé, c'est 7098. On n'a pas un potentiel haussier sur l'indice S&P énorme, à mon sens, à court terme. Le risque, bien, on l'a évoqué ensemble, j'avais fait le comparatif avec le Bitcoin à l'époque, au mois de novembre, qui avait ce type de structure en triangle inversé, hein. Je rappelle que c'est de la désorientation. Les opérateurs, eh bien, a priori, les grosses mains vendent du papier, enlèvent la pression, ça rebondit, mais on voit qu'on n'arrive pas à recréer de momentum, et le contexte actuel, eh bien, entraîne plutôt les prix sur le bas de la zone. Encore une fois, si ce niveau est rompu en clôture quotidienne, ou encore mieux hebdomadaire évidemment, eh bien, on risque d'assister à un mouvement de baisse un peu plus marqué. Le dernier support 734, la première cible c'est 6550, là c'est notre niveau d'alerte de moyen terme, et dans ce cas-là, bien, on risque d'avoir des mouvements de baisse plus marqués. Vous voyez les premiers supports ici, mais on aurait des risques de changement de tendance un peu plus marqués. Donc le risque pour cette semaine, c'est une baisse entre 2 et 6%. Pour l'instant, les 2% sont quasiment atteints, en tout cas sur les futurs, ils ont été atteints. Le risque, c'est d'accélérer pour aller chercher de ces niveaux de prix. On peut dire que sur les indices américains, les opérateurs étaient moins complaisants qu'en Europe, nettement, puisque le ratio put-call était légèrement sous 1. Donc on a des opérateurs qui étaient relativement vigilants, et ça se traduit dans les décalages de prix aujourd'hui, puisque c'est en Europe que les marchés baissent le plus, alors qu'on est relativement, vu le contexte, canalisé sur nos indices. Si on zoome en journalier, hein, donc autant on avait l'impression que l'oblique n'était pas touchée, mais en journalier elle a été atteinte, et puis elle avait été atteinte mardi 17 février aussi, donc ça va être vraiment une zone clé autour de 6762, c'était d'ailleurs un support intermédiaire que j'avais fixé ici. Attention à la rupture de ce niveau-là. Voilà pour le comportement du S&P en ce début de semaine à surveiller, avec des niveaux de neutralisation que vous connaissez maintenant. On va jeter un œil du côté du Brent, qui est en train de peut-être réactiver sa dynamique haussière de long terme. Je vous rappelle que le Brent évoluait dans ce canal baissier depuis maintenant juillet 2022, un canal baissier qui avait bien fonctionné. On avait indiqué ce support à 60,90 systématiquement préservé en clôture mensuelle, avec une tension qui se mettait en place depuis plusieurs semaines, et donc un risque évidemment de rebond du pétrole. Il y a plusieurs éléments intéressants à regarder de ce côté-là. D'une part, une tension évidemment en Iran qui était propice bien, à un risque de clôture du détroit d'Ormuz, et donc de tension sur le pétrole. Pour l'instant, ça reste relativement canalisé, même si le Brent est en hausse de 7%, 8% presque, avec un gros gap haussier qui vient déborder l'oblique baissière qui forme la borne haute du canal baissier. On est en train manifestement de réactiver une dynamique haussière de long terme. Il faut rappeler, on l'avait évoqué ensemble plusieurs fois, que lorsque les métaux précieux montent dans les proportions telles qu'ils l'ont fait récemment, le risque de contagion sur les énergies et les matières premières énergétiques est assez probable dans un aspect cyclique de long terme, et donc eh bien, il y avait des chances que le gaz l'a déjà fait, que le pétrole repaye aussi. Ça, c'est l'élément cyclique de long terme, et on sait aussi que malheureusement, quand on a un pic d'inflation comme celui qu'on a connu entre 2020 et 2022, il produit souvent dans les périodes qui suivent des nouveaux pics d'inflation plus importants encore par la suite, et dans les 5 à 6 ans qui viennent, on est à 5 ans après, donc le scénario cyclique global en dehors du contexte actuel se confirme. Donc, première cible atteinte à résistance à 81,10 sur le Brent. La cible idéale, si je puis dire, du mouvement, c'est 87 sur le Brent, mais probablement, si on réactive une dynamique haussière de long terme, eh bien, les cibles suivantes, vous les avez, elles pourront donc être atteintes, 92,20 et peut-être autour de 103,95. J'ai mis aussi des extensions plus lointaines, 119, on n'y est pas, mais pour l'instant, les choses se confirment de ce côté-là. Si on repasse sous 74,81, on neutralise un peu les choses. Si on vient combler le gap qui vient d'être ouvert, donc c'est-à-dire sous 73,52, et donc cette zone de prix 71,70, 74,80, et qu'on se réinstalle en dessous, on neutralise évidemment le mouvement haussier, et on repart sur une séquence plus baissière pour le pétrole, et probablement une détente globale sur l'ensemble des marchés. Tant qu'on est au-dessus, le risque de tension, d'inflation et de hausse est à privilégier. Un autre élément que je voulais vous soumettre ici, c'est de long terme l'augmentation de la position ouverte, donc sur investing.com.
du COT, le Commitment of Traders, qui indique l'état des positions ouvertes spéculatives sur le pétrole. Et on voit que depuis la semaine du 23 janvier, eh bien, la position ouverte est en hausse sur le pétrole. Je voulais vous mettre le petit curseur. Elle remonte pour la première fois depuis longtemps, hein. Vous avez un graphique qui s'étend jusqu'en janvier 2023. Et on voit que systématiquement, la position ouverte, même s'il y avait des hausses spéculatives de court terme, eh bien, la tendance était baissière. On remonte assez nettement depuis le 23 janvier, évidemment autour des tensions liées aux tensions autour de l'Iran, bien entendu. Mais est-ce que c'est pas un mouvement de fond qui se met en place ici? En tout cas, elle monte de façon significative. Si on dépasse les 200 000, eh bien, il y a des chances que le mouvement se poursuive et s'accélère. Donc, un phénomène important qui se met en place et qui n'est pas ponctuel manifestement. Il y a quelque chose de ce côté-là, même si eh bien, les membres de l'OPEP plus ont annoncé ce week-end qu'ils augmenteraient éventuellement leur quota. Ça canalise probablement un peu les choses, mais on reste quand même en hausse de 7%. Voilà pour les éléments sur le Brent. Évidemment, on peut les transposer sur le crude, bien entendu. On va aller jeter un œil du côté des publications de la semaine, évidemment, et on va commencer par celle qu'on voulait regarder, qui est une configuration intéressante peut-être à surveiller, c'est CrowdStrike. CrowdStrike, si on la regarde à long terme, elle a rompu le canal haussier nettement, qui fonctionnait depuis 2024, et puis donc elle a mis fin à cette séquence haussière qui avait été entamée en janvier 2023, nettement. Donc au moins un coup d'arrêt dans la tendance clairement, puisque ce canal qui avait été bien testé ici a été enfoncé le mois dernier, et on est allé chercher la première cible parfaite à 342. Or, comme je vous l'indiquais, le ratio put-call est très pessimiste sur CrowdStrike avant sa publication. On a une grosse réaction la semaine dernière sur le titre et un ratio put-call à 1,62. On arrive dans des niveaux qui sont assez significatifs pour envisager, pourquoi pas, un contre-pied et un rebond. Alors, de là à envisager une figure de retournement après la rupture du canal haussier de long terme, évidemment non. On avait cette structure en épaule, tête-épaule, qu'on avait commenté ensemble, dont la cible a été atteinte et dépassée. Je la matérialise plus ici. On est même allé au-delà. C'est donc un mouvement de retournement manifestement de long terme qui s'est mis en place. Au moins une stabilisation. La rupture de 342 enfoncerait le clou avec bien des extensions ici. Pour l'instant, est-ce qu'on va réussir à rebondir et aller tester, réintégrer cette zone de prix importante, 399-410, pour bien aller rechercher, pourquoi pas, la borne basse du canal haussier et des extensions en direction de 436-451. Ça, c'est le scénario très positif, et dans le cas où eh bien, les choses se canalisent, évidemment, et qu'on arrive à les combler ce petit gap aussi en amont, un gap baissier laissé ouvert la semaine dernière, avec au plus bas 387,11, qui sera donc un pivot. Si on déborde ce niveau, il y a les chances d'aller chercher au moins 399,410, et puis pourquoi pas ces fameuses extensions. Pour l'instant, peut-être donc un petit excès de court terme qui est en train peut-être de toucher à son terme. Encore une fois, on n'a rien de très positif sur le titre, mais peut-être un excès et une surprise qui peut être positive liée à cet excès de pessimisme sur CrowdStrike. Target, qui eh bien, a une configuration intéressante. On a en revanche sur Target un ratio put-call qui cette fois-ci est à 0,27, donc hyper optimiste. Target, la séquence était baissière, on s'est stabilisé dans le range 87,40, 104,86. Son débordement permettait de cibler 122. Ça va être un plafond de verre, et avec eh bien, un ratio put-call à 0,27 avant publication, on peut être un peu prudent. Quand on zoome en hebdomadaire, on voit cette bougie d'hésitation, deuxième ici, et en zoomant en journalier, on voit des mouvements de rejet qui incitent à la prudence, notamment cet avalement baissier pour la séance de jeudi dernier, et puis Marubozu, des toupies d'hésitation, des grandes bougies d'hésitation, des grands doji d'hésitation, toupie ici, avalement baissier, et puis un mouvement baissier avec un gap baissier vendredi. Donc attention à un excès d'optimisme sur le titre en termes de comportement et de graphique qui donne des signes de faiblesse. Donc cible haussière 122, cible haussière 122, cible baissière 104,86, gros support. Attention, encore une fois, à cet arrondi qui s'est mis en place, et puis ces mèches de rejet à chaque fois qu'on tente de déborder, qu'on attaque ce niveau de résistance autour de 117,48, donc peut-être un petit excès du côté de Target à surveiller. Autre publication importante à regarder cette semaine, c'est Costco. On sait que le secteur est fort en ce moment, et Costco Wholesales, bien, qui avait formé, souvenez-vous, un biseau
d'épuisement dans la baisse. Voilà, biseau baissier qui nous avait permis de former un rebond. On avait indiqué la cible du biseau ensemble au débordement de ce niveau-là. D'ailleurs, ça avait été l'objet d'une stratégie gagnante. On était retourné chercher le pied du biseau qui était ici. Donc la cible idéale à 997,80 a été atteinte et débordée. Mais pour Costco, on entame la saison de publication avec un ratio put-call à 0,44, donc hyper optimiste. On a eu un avalement baissier la semaine du 16 février, donc la bougie du 16 février a englobé celle de la semaine précédente. On a ouvert plus haut, clôturé plus bas. Ça n'est pas un bon message. On est pour l'instant au-delà d'un niveau de support clé 985,80, 997,80 en extension. Mais encore une fois, un mouvement, une séquence très optimiste pour le titre, pour un secteur fort, donc quelque chose à surveiller de près à mon sens. Costco cette semaine, qui donc publiera jeudi, et qui va confirmer si le secteur qui se porte bien en ce moment continue sa performance ou non. Donc en tout cas, un risque de ce côté-là, à mon avis, à surveiller. Sous 985,80, vous avez les supports. 936 et pourquoi pas retour à 860, en tout cas peut-être un peu d'excès et ce gros signe, ce gros avertissement la semaine du 16 février. Parmi les autres publications de la semaine qui nous intéressent, JD dans la tech chinoise, JD.com, qui va publier, là on a peut-être un excès de pessimisme et peut-être des sources d'amélioration sur le secteur de la tech chinoise qui, eh bien, pour l'instant, patine fortement. JD aborde la saison de publication avec un ratio put-call à 3,48. 3,48, c'est hyper pessimiste. On arrive dans une zone de prix, on va dézoomer sur JD en mensuel pour commencer. C'est un long parcours baissier pour le titre qui donc avait nettement baissé, avait tenté de se stabiliser, rebond. On était dans un range 29,96, 40,70, rompu par le bas, donc les cibles baissières sont des extensions 25,10, 21,29. Reste qu'on s'est inscrit en hebdomadaire au sein d'un biseau baissier, comme pour Costco, assez propre. On a un point ici, un autre là, et un la semaine dernière ici. En pré-ouverture, on sera en train d'ouvrir en dessous. Attention au biseau, c'est toujours des structures qui sont complexes, mais regardez, un point ici, 2 points là, 3 points là, on a bien 3 points de chaque côté, un excès, quelques divergences qui apparaissent, donc peut-être des volumes importants qui pourraient être marque d'une capitulation aussi sur le titre. Encore une fois, c'est la publication qui emportera les choses et puis le contexte évidemment actuel. Pour l'instant, on serait en train d'ouvrir en préouverture en baisse. Tant qu'on est au-delà en dessous de cette oblique, la cible c'est 25,10. Si on réintègre donc le bas du biseau pour la semaine situé aux alentours de 26,14, ça peut être un contre-pied haussier, 26,46, et puis ensuite, si on sort par le haut du biseau, donc si on arrive à déborder cette oblique et cette résistance à 28,34, eh bien on peut aller chercher le pied du biseau, même configuration dans ce cas-là que pour Costco, avec en bien le pied du biseau qui est situé ici, c'est le premier point qui nous a permis de former le biseau. Le pied du biseau, il est situé à 36,14, donc un rebond potentiel intéressant à surveiller pour JD.com cette semaine. Voilà pour les publications qui nous intéressent. Non, je voulais aussi vous montrer parmi les publications Marvel. Marvel, on a un ratio put-call qui est relativement équilibré, légèrement optimiste, mais on est quand même à 0,86, donc on ne peut pas parler de complaisance ou d'euphorie. Et c'est la configuration graphique qui nous intéresse ici. Un titre qui avait pas mal rebondi depuis le mois d'avril, calé dans un range 77,84, 93,50 qui n'a pas réussi à déborder en clôture mensuelle. Et puis en hebdomadaire, vous l'avez vu il y a quelques instants, aussi un biseau d'épuisement dans la baisse qui est assez bien marqué, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avec une tentative d'enfoncement par le bas ici, 5 fois, 6 fois en bas. Donc cette oblique bien testée. Et puis en borne haute, 1, 2 et 3 points avec le point haut de la semaine dernière. Donc on a peut-être aussi un biseau d'épuisement dans la consolidation sur Marvel. Donc peut-être du mieux à envisager pour le titre. Il faudra déborder donc pour cette semaine 80-45 pour aller chercher une extension en direction de 102,60 avec un ratio put-call encore une fois qui est un peu optimiste mais pas hyper complaisant, 0,87. On est relativement équilibré, donc peut-être une bonne surprise de ce côté-là pour aller chercher donc ce niveau à 102,60. Encore une fois, c'est la publication, je le rappelle toujours, qui l'emportera, mais en termes graphiques, en termes de comportement, c'est intéressant. On peut, si on zoome aussi, s'intéresser à cette structure. Alors elle est pas parfaite, c'est pour ça que je l'ai pas tracée, et on peut y voir pour les plus optimistes une structure de retournement en épaule, tête-épaule inversée. Elle est pas très belle, elle est pas bien tracée, la ligne de coup n'est pas propre, et en plus la pente est trop importante pour l'instant, mais on peut regarder cette structure en épaule-tête-épaule
l'épaule inversée, j'y vais pas plus loin dans le détail, si ce n'est que dans l'épaule droite et dans la dernière séquence de hausse de vendredi, on a eu un volume important. Encore une fois, le contexte pèse et la préouverture semble se faire plus bas dans l'immédiat, mais on verra à l'ouverture des marchés américains. La publication de Marvell, c'est jeudi aussi. Voilà, cette fois-ci pour les publications, on va regarder quelques configurations graphiques qui nous intéressent pour différentes raisons. Et j'en profite avant toute chose pour faire un petit point sur nos stratégies, puisqu'on avait regardé ensemble différentes stratégies. Et 2 sont sorties gagnantes la semaine dernière. La vente d'Iron Condor qui datait du 19 janvier. On a décidé de la sortir un tout petit peu avant le niveau cible, mais gagnante nettement. Et puis, donc une stratégie neutre à baissière sur l'argent, qui a bien fonctionné, malgré la grande volatilité, encore une fois, tout l'intérêt des options ici. Et puis, le Strangle sur Netflix, c'est pour ça que je vous montrais le résultat des stratégies en amont, parce qu'on va aller jeter un œil du côté de la configuration graphique de Netflix pour 2 raisons. Le Strangle est sorti nettement gagnant, sur fond Newsflow en plus la semaine dernière, mais on va voir qu'il y avait une configuration graphique intéressante. Ça porte le nombre de stratégies gagnantes à 87,2%. On a un total de 48 stratégies qu'on vous a proposées, 47 ont été clôturées, 41 cette fois-ci sont sorties gagnantes, 6 ont été perdantes, et il en reste une en cours, un straddle sur Tesla, qui dans le contexte actuel est plutôt intéressant, puisque je rappelle que le straddle, c'est soit un gros mouvement haussier, soit un gros mouvement baissier, et dans le contexte actuel, c'est plutôt d'actualité. On a choisi pour cette semaine de ne pas proposer de stratégie, on le fait rarement, on l'a fait 1 ou 2 fois depuis qu'on échange ensemble sur cette chaîne de l'atelier des options depuis le mois de mars dernier, quasiment 1 an, et on a choisi de pas ouvrir de stratégie. Pourquoi ? Parce que le contexte est très compliqué, et ne pas prendre de position, c'est aussi une stratégie, et on le fait très rarement, mais dans le cadre compliqué dans lequel on se trouve cette semaine, eh bien on a préféré botter en touche et ne pas vous proposer n'importe quoi. Donc, encore une fois, c'est une stratégie que de ne pas agir, même si on va avoir des arbitrages importants à regarder, et on va y aller tout de suite. Donc on revient sur les différentes configurations. Je voulais vous montrer Netflix, qui est un cas d'école intéressant ici, pour différentes raisons. On avait parlé ensemble de cet excès baissier, le double appui sur 75-35, une réaction et des divergences qui étaient intéressantes, des grosses stratégies détectées grâce à l'intérêt et les positions ouvertes inhabituelles, avec un gros bull call avec 70 000 calls de prix d'exercice 110 ouverts sur août, financé en partie par la vente de 70 000 calls 130 août, donc un opérateur qui doit être très content de sa stratégie, parce qu'il a un gain latent, ou est-ce qu'il en est sorti, on ne sait pas, important. On a eu un volume évidemment inhabituel sur Netflix, qui donc se désengage de Warner Bros, c'est ce qui a plu aux opérateurs. Et puis on avait une structure intéressante en vague de Wolf, vague 1 que j'ai détectée un peu tard pour vous la montrer, mais qui était visible la semaine dernière. Vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, et puis en 5 on a enfoncé l'oblique formé par les points 1 et 3, et le débordement de ce niveau, même si ça a patiné quelques séances après, a permis de valider la hausse. Donc gap de rupture, gap probable de continuation ici, donc tant qu'on est au-delà de ce niveau de gap, on peut consolider et aller se rappuyer pour aller former des extensions, pourquoi pas par la suite, et aller rechercher ces niveaux. Donc ça reste très haussier pour Netflix, même encore une fois, si le contexte peut être un peu plus compliqué à court terme, en tout cas dans l'immédiat, on est bien en hausse sur le titre, et donc une séquence intéressante et bien haussière pour Netflix, qui s'est matérialisée par une stratégie gagnante. Voilà pourquoi je voulais insister là-dessus. Autre volume inhabituel qui avait été détecté par Paul sur la valeur Immunity Bio, on avait renforcé ça par une séquence intéressante graphique. On vous avait indiqué donc la semaine dernière l'intérêt des volumes inhabituels détectés sur les options, et une configuration sur un titre que moi je ne connaissais pas, mais une grosse biotech américaine. On a été chercher la cible suivante la semaine dernière à 10,96. Attention, on a eu pas mal de volatilité et un rejet un peu important, même si on est allé chercher des extensions. On voit qu'en journalier, en fin de semaine, enfin au milieu de semaine, mercredi, on a fait un avalement baissier. Donc prudence un peu de ce côté-là, mais encore une fois, un titre qui, sur le long terme, donne un signal intéressant, avec, tant qu'on est au-delà de 7,99, une cible située à 14,02 au moins, si les choses s'améliorent sur le marché. Pour l'instant, on a un peu de prise de bénéfice, et c'est légitime dans ce contexte. Autre configuration qui nous intéresse, celle-ci, on la tient de notre abonné
et ami Marcel, qui nous a fait l'amitié de nous proposer bien une configuration des setups dans notre masterclass et donc dans le webinaire dans lequel on a le plaisir de se retrouver avec nos abonnés régulièrement. Et bien Marcel a détecté une configuration qui est vraiment intéressante sur Spotify. Donc on a un graphique de long terme ici, aussi hein, cette configuration, avec un titre qui s'est stabilisé après une longue baisse dans un grand range 423,50, 516,02, et quand on zoome en journalier, eh bien, on a une configuration que moi j'aime bien et qui est manifestement à déclencher ici, une structure en tasse et anse. Hein. La tasse ici, la anse là, avec donc une accélération haussière, une stabilisation. Ça fait partie du setup que Marcel nous a proposé et qu'on a pu bien étudier ensemble avec les élèves. Et donc de cette accélération haussière, stabilisation dans le range 451, 504, 75, et puis accélération haussière au-delà de la ligne de coup. Ça donne pour moi une cible qui est située à 605,20. Alors Marcel a d'autres subtilités pour mesurer ses objectifs, mais en tout cas, dans le contexte, voilà le scénario intéressant. Donc, tant qu'on est en clôture au-delà de 504,75, eh bien, un niveau cible qui est situé à 605,20, une figure de retournement de long terme avec donc un petit sell-off ici, petite capitulation, toujours intéressante à remarquer hein, quand on a des volumes lourds après un mouvement baissier. Eh bien, c'est peut-être que les derniers vendeurs ont capitulé. On a eu ce gap aussi, un gap de rupture avec la tendance précédente. Et puis, pour l'instant, un mouvement qui a l'air de se confirmer. Il faut repasser 516 pour confirmer à la hausse pour les plus prudents. Et en tout cas, tant qu'on est au-delà de 504,75, un mouvement intéressant. Deux dernières configurations pour nos différents abonnés aussi. Je pense ici à Thierry qui nous a confié qu'il était malheureusement mal engagé avec la valeur de Trade Desk, on en a parlé ensemble. Il nous a aussi confié, Thierry, que eh bien, grâce aux stratégies qu'il faisait dans l'atelier des options depuis le mois de novembre maintenant, il était largement gagnant. Et on le remercie parce que c'est vraiment hyper positif d'avoir des élèves qui fonctionnent bien. Donc, coucou à toi aussi et merci pour ces témoignages et cette réussite. On est ravis que ça fonctionne. Alors, The Trade Desk, malheureusement, une grosse configuration baissière de long terme, hein, cette grosse structure entre 40,70 et 105,20 qui donne un mouvement baissier de long terme, évidemment, la rupture de ce gros range, on est allé chercher la cible suivante, et puis la semaine dernière, ce niveau de support à 30,30 a été enfoncé sur fond de publication. On avait un ratio put-call assez pessimiste, mais malheureusement pas de nature à entamer, à mettre fin, à faire cesser la baisse en cours. Quand on regarde les niveaux, on arrive sur des niveaux de prix qui sont importants. Avec une réaction intéressante la semaine dernière, on a un petit marteau qui s'est formé ici. Le corps est relativement grand, mais dans une zone de prix qui est importante pour The Trade Desk. C'est cette zone de prix clé qui date de 2020, dans laquelle le titre avait stagné, avant d'accélérer à la hausse et de former toute sa longue séquence haussière. Donc cette zone de prix 18, 49, 30, 30, elle est cruciale pour le titre. Il faut évidemment repasser 30-30 pour du mieux, et puis peut-être réintégrer cette structure et ce biseau. Alors, vous voyez, le biseau, ce n'est pas une structure très fiable, malheureusement. Elle fonctionne parfois, mais les bornes sont souvent débordées. Mais en revanche, on a bien 1, 2, 3, 4 points à la baisse et 1, 2, 3 points, presque 4 à la hausse. Donc, en tout cas, enfoncé par le bas, mais le débordement de 30-30 et puis le débordement de ce biseau permettrait peut-être de réactiver quelque chose pour aller chercher 40-70 et le pied du biseau à 55 environ. Pour l'instant, ça reste évidemment baissier, mais on a des réactions à surveiller. Peut-être aussi un petit sell-off la semaine dernière. On va noter la réaction aussi assez intéressante au moment de la publication du titre avec ce Marubozu quasiment parfait. On ne clôture pas tout à fait au plus haut, mais proche. Donc pour l'instant, voilà, pas de structure de retournement. On peut tout juste détecter quelques divergences, mais c'est assez timide. Et il y a peut-être eu aussi un sell-off sur le titre. Donc peut-être du mieux, même si on n'a pas encore grand-chose de ce côté-là. Très intéressant, ce cas d'école qu'on a pu étudier. Et puis Paul, aussi au cours de ce webinaire, a permis à Thierry d'avoir des solutions liées aux options qui permettent de réparer en partie, de corriger eh bien, des stratégies qui sont perdantes et donc d'améliorer les choses. Encore une fois, les options offrent un champ de possibles énorme et c'est ce qu'on essaye de proposer à l'atelier des options. Parfois, on ne fait pas de recommandations particulières, mais en revanche, des cas d'école et des études, pourquoi pas, pour nos abonnés qui veulent en savoir plus et nous soumettre des cas. Et puis, dernier cas de figure qu'on va regarder ensemble cette semaine, c'est Novo Nordisk, puisque c'est un titre qui est très suivi. On a pas mal d'abonnés qui regardent le titre. Malheureusement, la configuration n'est pas terrible sur Novo Nordisk. Je rappelle le long parcours baissier du titre qui avait bien donné des possibles signaux de retournement haussier.
On a, après la longue baisse, on s'est stabilisé, donc j'ai pris le titre Novo Nordisk NVO, donc coté en dollars ici. Vous l'avez donc borné entre 45,70 et 61,36. On a tenté de déborder ce niveau au début du mois de janvier, et puis la réintégration a été brutale à la mi-janvier. Donc retour dans le range, et puis enfoncement brutal de ce range, hein. On rappelle que la molécule, le médicament proposé par Novo Nordisk pour l'obésité est manifestement moins performant que celui d'Eli Lilly, et ça a fait rompre le range par le bas à Novo Nordisk, qui donc s'installe un range plus bas avec en mire 29,68 manifestement. On n'a pas aucun signe de retournement à ce stade, des volumes qui ont un tout petit peu diminué, mais il y a eu un tel mouvement de baisse au moment de l'annonce que le titre pour l'instant est situé dans ce range-là. Donc pour envisager du mieux, il faudrait réintégrer le gros gap baissier qu'on a ouvert ici, donc commencer à repasser à l'intérieur de ce gap, donc des niveaux au-delà de 41,09. Et encore, pour l'instant, c'est timide. Enfin, ce serait un mouvement timide. Et puis repasser 45,70 pour mettre fin à la séquence baissière. Sinon, la cible probable, c'est cette zone de prix entre 29,68 et 30,90. Voilà les éléments pour ce titre Novo. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous proposer pour cette séquence et cette fin de ce début de semaine qui s'annonce un peu compliqué. Voilà, je reviens avec vous un instant pour la clôture. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu. Vous savez que c'est important pour nous, à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo. Et puis pensez aussi à vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous suivez tout ce qui est nouveau pour l'Atelier des Options. Et puis, encore une fois, merci de commenter et d'interagir avec nous. On est ravis de partager ces éléments. Je vous souhaite une excellente semaine qui, j'espère, ne sera pas trop compliquée. À toutes et à tous.